Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 1er novembre 2018. J'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur au lendemain de l'Halloween, parce que tu sais, quand on fait le sac, moi j'appelle ça faire le sac des enfants. Là, ça veut dire que tu prends le sac d'Halloween, tu mets ça sur la table, puis là tu fais comme les chocolats pour papa, chocolat maman. Puis là, tu fais des plats. Fais-tu des plats, toi, Luc? Non, jamais fait de plat. Tu gardais le sac dans les coins, puis tu mangeais même le sac? Je suis pas un très grand fan de bonbons, mais je Je le savais. piquais des chocolats. Luc Dansereau, vous ne savez pas, mais je l'appelle Luc Ouimet. Puis là, il vient encore de me donner l'exemple. Là, Halloween, tout le monde mange des bonbons. Oui, mais moi, je mangeais pas. Oui, Je mais suis pas moi, un gros fan de bonbons. toi, tu passais pas l'Halloween. Chocolat. Chocolat. Chocolat chip. Chocolat chip. Ouais. OK. Mais Tu faisais-tu bonbons. des plats? Non, non, non. Ça, Fait c'est que pas de les plat. chocolats, puis fait que là, tu fouillais. C'est ça, exact. Ah, un chocolat. Ouais, fait que je prenais ceux que j'aimais en premier, puis ceux que j'aimais pas, j'ai laissé en dernier, puis finalement, j'ai mangé pas. Puis t'es repassé à Halloween après. Exact. Excellent truc. Excellent truc. Très bon. Alors, j'espère que vous vous êtes amusés hier. Dans les nouvelles, ce matin, on écoutait, puis il n'y avait pas eu aucun incident. Puis bravo à tous ceux qui ont été prudents. Il faut croire également que la température également a peut-être pas aidé les choses du côté des gens qui voulaient passer l'Halloween. Canadien Capitals ce soir, est-ce que le Canadien sera capable de ralentir notre série d'un match de défaite? C'est très bon. Non, mais tu sais, Claude Julien a dit les bonnes équipes, c'est les équipes qui n'ont pas de série de défaites. Oui. Donc, c'est intéressant de voir comment le Canadien va rebondir à la suite de cette défaite. Ou ils n'ont pas mal joué. Ils ont juste, je trouve, comme je le disais hier, mal géré leurs émotions. Normalement, on a Marc Denis en ouverture, suivi de Alex Tanguay les jeudis. Et on a Nicolas Aubé-Cubel également en entrevue aujourd'hui. On va faire un petit switch. Alex va commencer le show avec nous autres parce que Marc était au point de presse de Claude Julien. On y aurait parlé vers 10h15. Donc, on va ouvrir le show avec Alex Tanguay. Puis, on va suivre après ça avec l'actualité du Canadien. Puis, en plus, c'est le fun, Luc, ça va permettre aux gens de Facebook de découvrir Alex Tanguay. Ceux qui n'avaient pas fait le switch encore, de venir nous rejoindre sur notre page On Jase. Donc, Alex Tanguay, qui est notre nouveau collaborateur de cette année et qui l'a sacré l'autre bord pas mal souvent. Donc, on va entrer en communication avec Alex Tanguay. La question qu'on vous pose aujourd'hui, elle a rapport au trio du Canadien qu'on avait vu à l'entraînement. Luc, j'ai pas vu ce matin à l'entraînement s'il y avait eu des changements du côté du Canadien. On sait que hier, c'était le trio des Finlandais, que ce soit Lekkonen avec Kotkaniemi ainsi que Armia, et Hudon se retrouvait avec Domi et Drouin. Oui, présentement, ce qui s'est passé à l'entraînement, Gallagher et Byron ont été de l'entraînement ce matin. Byron aussi. Oui, Byron était là. Semblait assez confortable, semble-t-il, rapporté par notre collègue Luc Gélina. OK. Les trios demeuraient les mêmes quand même. Hudon était à la droite de Domi Drouin. Le trio de Dano, ça ne change pas. Kotkaniemi, Lekkonen et Armia. Pekka était avec Deslauriers et Shaw. Donc, à ce moment-ci, ceux qui nous écoutent en direct, midi 2, il n'y a pas de changement, mais Byron était sur la patinoire ce matin. Pas OK. employé sur des trios. Fait qu'on saura un petit peu plus tard s'il y a des changements dans l'alignement. Donc, si Shaw est sur une 4, c'est Byron qui serait laissé Ouais, de exact. côté. Ce sera un game time decision dans son cas. Donc, aussitôt qu'on a des développements, puis Luc, on le sait comment ça marche. Des fois, même nos auditeurs sont plus rapides que nous autres pour l'information. Alex Tanguay, salut. Comment ça va? Ça va bien. Et les gens qui suivent un peu le baseball ont vu que les stratégies ont changé. Tu sais, des fois, les managers vont partir un releveur ou même leur closer en première manche pour ensuite envoyer le partant. C'est une stratégie efficace et on l'essaye aujourd'hui à On Jase. On commence avec notre closer, Alex Tanguay. Puis comme j'ai expliqué aux gens un peu plus tôt, là, c'est Marc qui est pris dans le point de presse de Claude Julien. Fait que tant qu'à avoir Marc juste à midi 10, midi 15, on a décidé de vous commencer ça avec Alex Tanguay. Merci Alex d'avoir pris la relève avec une si courte notice. Non, il n'y a pas de problème. J'étais en préparation matin à New York pour mon show de ce soir à la télévision. Puis avec les matchs qu'on a ce soir, j'avais du pain sur la planche ce matin. Fait que je suis prêt. Allons-y. C'est sûr, hein? Si tu as été en vacances hier avec une game à 10 heures, c'est sûr que tu vas t'en refaire pogner le lendemain. Oui, puis la game était tard en plus. Fait qu'on l'a pas tout écouté. Ouais, c'est ça qui arrive dans ce temps-là. Écoute, une petite question sur le Canadien. Charles Hudon là, va être passé des estrades à première ligne, si on veut, avec Domi et Drouin. Ça gosse-tu juste les fans puis les médias, ou même dans le vestiaire, les gars vont regarder ça et vont faire « Tabarouette, hein?
ascension rapide? Ben, je pense que non, Martin, parce que tu regardes, puis quand tu regardes l'alignement du Canadien, il y a des joueurs, comme un joueur comme Charles Hudon, que moi, je vois son potentiel probablement plus sur une des 3 premiers trios que sur un 4e trio. On l'a vu depuis le début de l'année sur un 4e trio, puis c'est pas un joueur c'est un joueur qui est responsable, il y a des belles habiletés, il y a du talent offensif. Puis là, c'est à lui de saisir sa chance, parce qu'on lui donne la chance de jouer avec 2 joueurs qui jouent de l'excellent hockey. Tu penses à ce que Domi a fait, son ascension, la manière dont il est capable de jouer cette année. Tu penses à Drouin qui patine de plus en plus, qui semble de plus en plus vouloir la rondelle sur une base constante. Fait que pour Charles Hudon, c'est une chance de se prouver offensivement. Ce qui va être là ce soir, comme tu viens de le mentionner, c'est sûr que Claude Julien va regarder son alignement à 5 heures, va voir quel joueur qui est disponible pour lui, puis Paul Byron, c'est un atout s'il est en santé. Je m'imagine que le Canadien va le faire jouer, mais sur une longue saison, des fois, c'est peut-être mieux de laisser ton joueur se reposer une journée de plus, puis de l'avoir à 100% quand il va revenir, puis sur une base constante après ça, que de le forcer. Mais pour Charles Hudon, en tant que joueur, je pense pas que ses coéquipiers vont être choqués du fait qu'il joue là. C'est sa position, c'est ses habiletés. Maintenant, c'est à lui de saisir sa chance. J'aime ça. Puis, je sais pas si ça existe. Puis tu me diras, j'en ai parlé avec toi. Je fais 3 entrevues par jour. Mais Charles Hudon, je trouve qu'il y a un hit factor. On dirait que le puck il colle dessus. À toute fois qu'il est sur la glace, pratiquement, il se passe quelque chose. Il y a un petit hit factor là, indescriptible avec Hudon. Charles Hudon, Martin, moi, quand je le regarde, je vois un petit peu, puis tu sais, la comparaison est peut-être pas bonne parce que le joueur que je vais te donner, c'est un joueur qui est un des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale, mais tu parles du petit hit factor, puis moi aussi, je le vois. Okay. Je trouve que Charles Hudon est capable d'être fort physiquement sur la puck. Il y a un centre de gravité qui est très bas. Il est capable de faire des bons jeux. Maintenant, une chose que Charles Hudon, si on l'évalue en tant que joueur, une chose que Charles Hudon peut peut-être améliorer, c'est travailler fort sur son patin. Parce que le hockey d'aujourd'hui, c'est son patin. Puis quand tu as un gabarit qui est un petit peu plus bas, plus bas que la normale, ben tu as besoin de travailler sur ton patin. Mais si j'étais Charles Hudon ou si j'étais un entraîneur qui parlerait à Charles, je dirais, viens ici, mon homme, on va regarder des vidéos de Brad Marchand. Parce que Brad Marchand, tu regardes quand il a commencé dans la Ligue nationale, c'est un joueur qui a un petit peu le même gabarit, qui a appris au cours des années à comment être fort physiquement sur la puck, son centre de gravité est très, très bas, comment gagner ses batailles 1 contre 1. Son patin est une force, qui en fait qu'il est une vedette dans la Ligue nationale. Mais si je suis Charles Hudon, moi, c'est les vidéos de ce gars-là que je regarde, puis je regarde comment m'améliorer dans certaines situations, comment Brad fait les choses dans certaines positions. Et puis, s'il est capable d'élever son jeu, de mettre de la vitesse dans son jeu, Martin, j'ai pas de doute qu'il peut être un excellent joueur dans la Ligue nationale. J'adore ça. Peux-tu nous donner un peu d'inside? Puis, tu sais, je vais prendre ta carrière, là, au Beyond Canadien. Quand on parle de game time decision, c'est-tu juste pour nous faire patienter ou c'est vraiment, vous faites la pratique, la douche, vous faites la sieste, puis là, après ça, puis parle-moi de ton expérience à toi. Si tu es arrivé, là, mettons que tu étais blessé ou tu revenais d'une blessure, puis que c'était à 4h, 5h quand tu es arrivé à l'aréna, tu allais voir le coach. Tu sais, dans nos têtes, à nous autres, ça fait, tu t'en vas voir le coach, tu fais, coach, je suis là pour l'équipe, puis mets-moi dans le line-up. Tu sais, on voit ça vraiment à Hollywood. Peux-tu me raconter comment ça se passe pour vrai? Ça c'est un petit peu comme l'antécompte de ce qu'on vient de décrire là. Mais non, ça, écoute, c'est dépendamment de la maladie ou de la blessure que tu as. Puis ça, je vais te dire ça en tant que maladie parce que c'est arrivé, moi, des matins où tu vas à l'aréna puis tu te sens vraiment pas bien, puis le trainer de l'équipe te renvoie à la maison pour être sûr que ce que tu as n'est pas contagieux, puis le virus que tu as n'affectera pas le reste de tes coéquipiers. Puis, en m'en allant après ma sieste d'après-midi, j'appelle l'entraîneur à 4 heures, puis je dis « Hey, j'ai bien dormi, je suis correct, on joue. » Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Mais dans le cas d'une blessure, puis tu sais, on va prendre le cas de Paul Byron ce matin. Si Paul Byron est blessé physiquement, ben il y a eu une discussion probablement ce matin avec Claude Julien, avec le staff de trainer des Canadiens, puis la décision va être prise ce matin. Tu peux pas mettre... les choses physiques ne changent pas de manière drastique si rapidement sur une blessure, sur une maladie, ben je te dirais que probablement le délai est beaucoup plus grand, puis des fois ça va même au réchauffement, Martin, ou le gars qui est malade, qui a la grippe ou qui ne file pas,
il prend l'échauffement, puis il décide à ce moment-là s'il est capable d'avoir assez d'énergie pour jouer le match ou non, puis d'être un atout à son équipe pour cette soirée-là. J'adore ça. Les Coyotes de l'Arizona, quelle équipe imprévisible. L'an passé, Antti Raanta a terminé la saison avec des statistiques, ma foi, incroyables. Et là, je regarde, ils sont à 6 victoires de suite. Est-ce que Alex Galchenyuk est un si grand remède que ça aux Coyotes? Ben, c'est sûr que on lui donne la chance au centre. Tu regardes les trios présentement, il joue avec Clayton Keller, Richard Panik. Richard Panik, on connaît son profil de joueur. On l'a vu à Chicago, puis il y a une belle progression dans sa game à Chicago, si on veut, du fait qu'il est responsable partout sur la patinoire. Puis Keller, on connaît ses habiletés offensives, ses habiletés de passeur. On le compare souvent avec Johnny Gaudreau, puis je pense que c'est une bonne comparaison pour lui, un joueur de plus petit gabarit qui a des excellentes habiletés. Il est très... il donne beaucoup d'allusions sur la glace. Un petit peu comme Johnny Gaudreau, ils sont capables de bouger leurs pieds, bouger leur haut de corps, de faire en sorte qu'ils déplacent les pions pour se donner plus de temps, pour avoir se créer de l'espace offensivement. Puis Alex Galchenyuk, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ses habiletés offensives, ben, il y en a. Il y a une belle vision de jeu. Il est quelqu'un qui est capable de marquer des buts devant le filet. Écoute, jusqu'à date, on veut voir de la croissance dans son jeu. Est-ce qu'il va être capable d'emporter son jeu au prochain niveau? Je ne sais pas. Mais présentement, la clé du succès, écoute, pour l'Arizona, ça a été de Rick Tocchet de bâtir cette équipe-là, de comprendre comment jouer. Puis comment jouer, je vais m'expliquer un petit peu, Martin, c'est jouer de l'intérieur. Ce qui veut dire que cette équipe-là, on voyait toujours des failles, des faiblesses, des erreurs mentales que les joueurs faisaient défensivement. Ils se faisaient toujours battre vers l'intérieur. Puis quand tu veux défendre, tu te dois d'être à l'intérieur de la glace. Puis là, ils commencent à faire ça présentement. Ils défendent beaucoup mieux. On a beaucoup de joueurs qui sont capables de bien jouer défensivement. Stepan est quelqu'un qui est capable de jouer défensivement. Stroza est capable de jouer défensivement. Grabner est capable de jouer défensivement. On a aussi des gars qui travaillent. Perlini, ça travaille fort. Fisher, ça travaille fort. Cousins, ça travaille fort. On a des joueurs de talent comme Strome, comme Galchenyuk, comme Keller. Le jeune Dvorak qui n'est pas encore revenu à l'alignement, ça va aussi emporter de l'énergie. Mais leur défensive s'est améliorée de beaucoup depuis l'an passé. Antti Raanta a beaucoup à faire avec ça. Le désavantage numérique, présentement, ils sont deuxième dans la Ligue nationale en moyenne d'efficacité. Puis je vais te dire une petite statistique, Martin, pour tout de suite. Ils ont plus de buts marqués présentement avec 6 que de buts alloués avec 4 en désavantage numérique. Ça va être beaucoup au succès de l'équipe. C'est clair. C'est-tu possible, toi, tu as joué en Arizona, c'est-tu possible d'être dans le mood hockey? C'est-tu possible d'avoir une équipe de hockey qui performe? Tu sais, puis je pose ma question avec des à pointe des pieds parce qu'à Vegas, c'est pas l'environnement de Montréal, c'est pas mal plus l'environnement puis la chaleur de l'Arizona. Puis ils ont réussi à se rendre en finale de conférence, mais en Arizona, ça n'a jamais marché. C'est possible là, avec tout ce que vous avez autour de l'aréna puis le style de vie. Là, tu sais, tu te lèves, tu y vas en go. Tu comprends-tu là, tout le summertime, là, tu sais? Ça prend une mentalité spéciale pour être capable de jouer là, parce que tu regardes juste un petit peu dans le cas de Max Domi. On voit comment il a été excité cette année de revenir jouer dans un marché de hockey. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, en Arizona, le hockey n'est pas en premier plan. Puis spécialement pas à Glendale. Écoute, je me souviens d'avoir joué au America West Arena au centre-ville de Phoenix, et puis c'est un aréna que j'ai joué là en ma première année, en 2000, Martin, dans les séries éliminatoires. Écoute, tout le monde était blanc dans les estrades. C'était une atmosphère fantastique. Puis il y avait un côté de l'aréna, je sais pas si tu te souviens, on n'était même pas capable de voir le but. Donc, le but était pratiquement des Coyotes pendant 2 périodes étaient pratiquement sous les gradins. Puis c'est une atmosphère fantastique. Scottsdale est une ville formidable. Même chose pour Phoenix. C'est un endroit que les joueurs aiment jouer. C'est un endroit que les joueurs aiment vivre. Mais est-ce que c'est le même engouement pour le hockey? Pour les joueurs comme moi, puis je vais parler de mon expérience. La première saison, je suis arrivé, j'ai joué à Colorado, que le hockey était très, très fort. J'ai joué à Calgary, que le hockey était très, très fort. Après ça, je suis venu à Montréal. L'année que j'étais allé à Tampa, Martin, je peux te dire qu'au mois d'octobre, là,
je me sentais pas hockey. J'avais de la misère mentalement à emporter mon éthique de travail ou penser que c'était vraiment la saison de hockey. Il fait encore 90 degrés dehors, il fait beau, il fait chaud. C'est pas la même mentalité, c'est pas le même engouement. Pour des joueurs, différents joueurs vont répondre différemment à certaines situations, mais pour certains joueurs, comme dans le cas de Max Domi, c'est plus difficile de se mettre en mode hockey dans un climat comme ça. J'adore ça. J'adore ça. C'est honnête, c'est pas fait pour tout le monde. Les Ducks, eux autres, par contre, là, c'est sur une petite pente descendante. Puis c'est bizarre, hein? Les Ducks ont un bon jeune gardien. Encore une fois, il y a des jeunes défenseurs, même s'ils en ont perdu comme Theodore. Il y en a encore qui sont à venir avec cette équipe-là. Mais là, on était bien parti au début de la saison. Là, ça va un peu moins bien par les temps qui courent. Oui, ça va un petit peu moins bien. Puis tu as raison de parler, Martin, parce que de leur gardien de but. Parce que selon moi, j'ai 2 gardiens de but depuis le début de l'année qui vraiment là, ils m'ont impressionné. De un, Semyon Varlamov, j'ai eu la chance de jouer avec lui, puis tu regardes les numéros présentement, 9,50 de pourcentage d'arrêt, 1,62 de moyenne de but alloué. Il joue de l'excellent hockey, mais le gardien qui a probablement eu le plus grand impact sur son équipe depuis le début de saison, c'est sans aucun doute Gibson. Tu regardes le nombre de lancers alloués des Ducks d'Anaheim depuis le début de saison, puis c'est quelque chose qui est surprenant parce qu'on pensait, puis on en parle souvent, leur jeune défensif, tu penses à Montour avec Lindholm, tu penses à Fowler avec Manson. Ils ont une défensive que normalement, ils ont les bons jeunes, ils devraient être capables de bien performer, mais pour une raison ou une autre, ça ne fonctionne pas présentement. Getzlaf, Kessler, ils ont eu des blessures, ils sont pas tout à fait revenus en santé, on manque Corey Perry. Mais on a besoin des jeunes de peut-être mieux performer ou de peut-être performer un petit peu d'une manière plus constante. Est-ce que Randy Carlyle va être capable de regrouper les troupes? J'ai des questions. Randy Carlyle, c'est quelqu'un qui est pesant dans une chambre, c'est quelqu'un qui est très demandant. Et puis des entraîneurs comme ça, Martin, on les connaît. Après un certain nombre de temps, après un certain nombre d'années, on dirait que le message vient de plus en plus pesant. Est-ce qu'il va être capable de rallier ses troupes? Ça reste à voir. Puis, tu sais, tu parles de Carlisle. Tu avais tellement bien résumé sur les codes, j'ai pas poursuivi, mais moi, depuis que Tuckett est nommé, avec son premier passage comme entraîneur-chef, j'étais pas convaincu, mais pas une seconde, que c'était l'homme de la situation avec l'Arizona, puis je m'emballerais pas avec quelle victoire de suite. Là. Mais ces coachs-là, les Carlisle, les Tuckett, les durs, là, j'ai l'impression que c'est plus pour le hockey d'aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, les joueurs d'aujourd'hui, puis tu sais, je suis encore en contact avec plusieurs d'eux, plusieurs que j'ai joué avec, plusieurs qu'on côtoie au travers des communications ou du fait que je suis dans les médias un petit peu. Puis les joueurs d'aujourd'hui veulent l'information. Puis ils veulent l'information pas juste pour savoir comment qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ils veulent avoir l'information comment un entraîneur peut les aider. Comment cette situation-là de match, comment l'entraîneur peut l'aider. L'entraîneur d'aujourd'hui, ça doit être une ressource pour les joueurs, de manière à les emporter des nouvelles idées, des nouvelles façons de performer, des façons de mieux performer. Comment, dans cette façon-là, ça va être bénéfique pour le joueur de jouer de cette manière-là. D'un, les joueurs, c'est tous des petits PME, Martin, ils veulent tous collecter un chèque de paye. Fait plus il semble que l'entraîneur les aide à aller de cette façon-là, plus que l'entraîneur les met dans une situation où ils sont importants à l'équipe, plus l'entraîneur les met dans une situation où ils peuvent aider l'équipe. Puis, c'est quelque chose qui apporte beaucoup aux joueurs. Mais c'est une situation difficile, Martin, puis ça prend des bonnes personnes pour faire ça parce que tu te dois de mettre ces joueurs-là dans les bonnes situations, tu te dois de leur donner des ressources, mais tu es aussi l'autorité dans la chambre. Et puis, il y a des personnes qui sont capables de le faire, il y a des personnes qui ne sont pas capables de le faire. Mais je te dirais que les bons entraîneurs d'aujourd'hui, tu sais, puis je te dirais les bons entraîneurs dans la Ligue nationale, moi je regarde John Cooper, je regarde John Hines, c'est des personnes qui apportent beaucoup de respect, mais ils donnent beaucoup de ressources à leurs joueurs. Deux petits derniers sujets avant qu'on se quitte. Premièrement, les Kings et Jonathan Quick, encore une fois, lui, le genou, ça marche pas. Donc, est-ce que c'est la fin de penser que les Kings pourraient participer aux séries? Moi, je vois pas Jack Campbell comme un gars qui peut tenir le fort, même si ses statistiques étaient bonnes en début de saison. Là. Je le vois pas comme un légitime numéro 1. Les Kings sont-ils dans Schnout déjà qu'ils sont derniers?
Dans Schnout, je dirais que oui, parce que avec le début de saison qu'on a, on approche au début de novembre. Les Kings jouent leurs 6 prochains matchs. Ils ont joué le dernier à la maison. Ils jouent leurs 6 premiers matchs à la maison. Puis c'est un stretch qui va être vraiment important pour eux autres. On se doit trouver une manière de marquer des buts parce qu'on sait que le fait que Quick ne sera pas là, c'est sûr que ça va affecter notre défensive. Il est tellement bon, il est tellement flexible, mais est-ce que Jack Campbell va être capable de prendre la relève? Peter Budaj, qui a déjà été avec les Kings, qui revient dans les alentours de l'équipe, est-ce qu'ils peuvent aider? Écoute, je ne le sais pas, mais il faut aussi trouver un moyen de marquer des buts. Il faut aussi trouver un moyen d'essayer d'apporter plus de vitesse à cette équipe-là. Kovalchuk a performé correct, je dirais, depuis le début de l'année. Est-ce que le retour de Dustin Brown peut les aider? Quand je regarde les Kings jouer présentement, je te dirais qu'il y a un manque de rapidité au cours de cette équipe-là. Et selon moi, si on n'est pas capable et si nos gros canons ne performent pas à 100%, ça va être difficile pour les Kings de se remettre dans une situation où ils vont participer aux séries éliminatoires. Avant que je te laisse un petit mot sur l'adversaire des Canadiens, ce soir, les Capitals de Washington. Si tu te souviens, en début de saison, se font planter 7 buts. Ils en remarquent 7 le lendemain. Il y avait Pittsburgh là-dedans, tout ça. Peut-être une équipe, puis je pense qu'on a déjà parlé, une équipe que tu disais n'était pas encore assise là, pour commencer la saison. Là. Non, écoute, c'est comme un petit peu, c'est le lendemain de veille de gagner la Coupe Stanley. Puis, le lendemain de veille, certainement que c'est le cas pour les Capitals de Washington. Martin, on les a vus cet été, là, comment ils ont apprécié leur championnat de Coupe Stanley. Début de novembre, écoute, il n'y a pas de doute là-dessus qu'on va commencer à rehausser notre jeu d'un cran. Puis quand je regarde les Capitals de Washington, la pièce de jeu que je vais laisser pour finir avec les fans des Canadiens ce soir, c'est regardez juste l'avantage numérique. C'est un avantage numérique qui est tellement de succès depuis les 4-5 dernières années. Tu as Ovechkin qui est capable d'étirer la boîte défensive parce qu'avec son lancer, à tous les coups qu'il lance de cette position-là, on dirait qu'il va marquer des buts. Tu as Oshie qui est capable de marquer des buts dans l'enclave. Tu as Carlson qui est capable de marquer des buts, de faire des belles passes sur le top à la ligne bleue. Puis après ça, tu as les deux génies, Evgeny Kuznetsov et Nicholas Backstrom qui sont capables de passer la rondelle aussi bien que n'importe qui dans la Ligue nationale. C'est un avantage numérique qui est spectaculaire. Regardez-le bien ce soir. Écoute, moi, Kuznetsov et Backstrom, c'est ça qui fait moi qui ont gagné la Coupe Stanley. Tout le monde a parlé de l'équipe d'Ovechkin, là. Mais Kuznetsov qui s'est élevé au-dessus de Backstrom dans leur depth chart parce qu'ils mettent Backstrom comme deuxième centre parce qu'on met... Oui. Là, tu es rendu avec Backstrom, deuxième centre à 6 millions quelque pas, je pense. Écoute, tu as un joueur d'élite de plus d'1 point par match qui te coûte pas cher dans le hockey d'aujourd'hui à 6 millions. C'est une recette pour gagner. Là. C'est une recette pour gagner. Puis moi, c'est ce que j'avais dit l'an passé, Martin. Écoute, j'avais dit la seule manière que cette équipe-là va battre les Penguins de Pittsburgh, c'est si Nick Backstrom et Evgeny Kuznetsov haussent leur jeu pour être capable de battre Sidney Crosby et Evgeny Malkin. Tu regardes l'an passé dans la deuxième ronde, Sidney Crosby était sensationnel. Evgeny Kuznetsov a été aussi bon que Sidney Crosby dans cette série-là. Puis Backstrom a probablement été meilleur que Evgeny Malkin, qui n'a pas nécessairement eu des bonnes séries l'an passé. Et c'est ce qui a fait la différence. On parle souvent d'Ovechkin, l'impact qu'il a sur le match. Selon moi, le Conn Smythe l'an passé, ce n'était pas Alex Ovechkin, c'était Kuznetsov. On pense pareil là-dessus, mon Alex. Alex, excellente prestation encore une fois. Je te remercie beaucoup. Bonne soirée à soir. Tu as du pain sur la planche, puis on se rejoint la semaine prochaine. Parfait. Bye-bye. C'était l'excellent Alex Tanguay, avec qui on s'entretient chaque semaine les jeudis, puis même venu frapper en relève lundi pour Pierre Lebrun. Donc, toujours prêt pour embarquer avec nous autres. Oui, on va faire un contenu différent sur Facebook. Hein? On va aller parler à Marc Denis dans quelques instants. On a fait un petit peu le tour de la Ligue nationale. Et des fois, il y en a qui disent qu'on parle un petit peu trop des Canadiens puis tout ça. On a fait une belle petite tournée avec des équipes qui vont super bien, d'autres qui vont moins bien. On fait ça chaque semaine, comme tu viens de le dire, avec Alex les jeudis. Et on fait ça sur nos pages On Jase quotidiennement, je te dirais, avec différents intervenants. Pas mal de réactions, Martin, sur les trios qui seront possiblement employés par Claude Julien ce soir. Rien de confirmé, cependant. Alex, sur Facebook, dit « J'aimerais bien voir un deuxième trio avec Gallagher, Kotkaniemi et Tatar. Et sur le troisième, Udon, Dano et Armia.
Lui, il pense qu'on ne devrait pas toucher à notre premier trio avec Domi, Drouin et Lekonen. Donc, je ne sais pas si tu as entendu les combinaisons bien comme il faut, là, mais... Oui, c'est parce que je réfléchissais à... On utilise Dano, Gallagher et Tatar contre les meilleurs trios adverses. Là, lui, ce qu'il dit, puis c'est pour ça que j'étais dans mes pensées, lui, ce qu'il dit, c'est non, faisons un trio offensif avec un gars responsable comme Gallagher, mettons Kotkaniemi avec Gallagher et Tatar, puis essayons d'avoir un autre trio offensif avec Kotkaniemi à la place de Dano. Oui, mais peut-être pas tout de suite pour le développement de Kotkaniemi. Je comprenais, tu sais, quand tu disais trio, je comprenais très bien aussi qu'il voulait s'en aller en disant, tu sais, il ne veut pas chambarder les trios pour chambarder les trios. Lui, il a dit, ramenons ça un petit peu plus offensif, puis en disant ça, c'est pas comme si le trio de Dano, mais surtout, c'est pas comme si Gallagher ne marquait pas. Tatar, ça a ralenti un petit peu. Oui, absolument. Dernier commentaire sur Facebook avant de passer à Marc Denis et nos commentaires et discussions sur rds.ca. Francis dit Hudon l'a mérité. Mardi soir, il a travaillé non-stop. L'effort est toujours récompensé, alors c'est mérité pour Charles Hudon. Si on y va par cette optique-là, par l'effort, par le rendement, Francis sur Facebook trouve que c'est une excellente idée. OK, bon, allons jaser de ça avec Marc Denis. Puis si vous avez des questions pour lui, gênez-vous pas. Marc, salut. Salut vous autres, comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi aussi, ça va bien? Comment s'est passé l'entraînement du Canadien aujourd'hui? Bien, mais écoute, on n'a pas de réponse. Parce que Claude Julien nous a dit, peu importe les trios que vous avez vus, je ne peux pas rien vous confirmer. Il y a trop de points d'interrogation. Là-dedans, dans ce que je comprends, c'est que Paul Byron est un cas incertain pour le match de ce soir parce qu'il a raté la fin de la rencontre, a quitté vers la fin de la deuxième période contre les Stars, n'est pas revenu en troisième. Ce qui voudrait dire, écoute, c'est tellement de suppositions, puis même à micro fermé, le Claude Julien a dit, écoute, il y a tellement de possibilités encore. Fait que est-ce que Charles Hudon va vraiment jouer avec Domi et Drouin? Pas certain, parce que Byron va peut-être être là, mais peut-être que Byron va avoir moins de temps d'utilisation. C'est peut-être Deslauriers qui va être copé. Shaw semble retrouver sa place dans la formation. Bref, il y a encore beaucoup de questions. Puis la défense, c'est la même chose, parce qu'il n'y a personne qui a fait de temps supplémentaire là, ce matin. Il n'y a pas un joueur, absolument, il ne donne pas de réponse, il y a toujours un joueur qui fait du temps supplémentaire. Il n'y a personne qui l'a fait ce matin. Fait que... est-ce que Joe Sven va revenir? Est-ce que Osner va être laissé de côté? Qu'on soit dans l'ancienne équipe, je ne sais pas. Est-ce que c'est Mété qui va être laissé de côté? Bref, autant de questions, pas beaucoup de réponses. Pour ce qui est du reste, tout le monde était... on affichait complet quand même là, pour la séance d'entraînement matinale du Canadien en Brossard. Est-ce que, comme tout bon matin de match, est-ce que c'était les unités spéciales où on faisait comme un walkthrough football là, pour le désavantage et l'avantage numérique? Un peu, pas pour le désavantage, un peu pour l'avantage numérique. Il semble y avoir de nouveaux des groupes nouvellement formés en supériorité numérique. Armia qui se retrouverait sur le même groupe que Gallagher lors de la première vague du jeu de puissance. Shaw et Hudon seraient sur la deuxième unité, donc en compagnie de Kotkaniemi et de Tatar. Et c'est Kotkaniemi et Tatar qui seraient plus en contrôle de la deuxième vague, plus que Charles Hudon qu'on voyait là, dernièrement. Alors, ce seraient les modifications. Moi, je suis pour ça. J'ai dit à TSN Radio ce matin, j'ai dit, moi, c'est ce que je verrais. Je verrais un Kotkaniemi, peut-être deux unités un peu différentes. Un 1-3-1 sur une première vague, un overload le long de la rampe, peut-être avec Kotkaniemi qui a plus souvent la rondelle parce que c'est un excellent fabricant de jeu sur une deuxième vague. Je ne dis pas qu'ils m'ont écouté, là, mais ça ressemblait un petit peu plus à ça aujourd'hui, avec Thomas Tatar qui est un bon tireur sur cette deuxième unité de jeu de puissance. J'adore ça. Pour les gens, là, la modification, c'est Armia et Tatar ont changé d'endroit. Juste avant de poursuivre, Marc, les gens qui sont sur Facebook, venez poursuivre la question, pas la question, mais venez poursuivre la conversation avec Marc sur notre page On Jase. On met un thème au Facebook Live et venez nous rejoindre rds.ca, le site Internet au Québec le plus visité. En haut de la page principale, vous allez voir le lien pour venir écouter Marc Denis. Marc, OK, il n'y a rien de coulé dans le béton pour les trios, mais allons-y pareil. Hudon, puis j'ai posé la même question à Alex Tanguay. Là. Hudon, qui part des estrades, sa première ligne, ça fait juste un sujet de conversation pour les médias et les fans où les joueurs dans un vestiaire font « Oh, tabarnouche, ça a été vite, lui! » Ben non, tu sais, un profil de joueur, quand tu connais Claude Julien, tu sais qu'il y a un profil de joueur qui recherche dans le top 9, puis un profil un peu différent qui recherche sur son quatrième trio. Alors, à ce niveau-là, tu comprends.
Puis, si on veut vraiment instaurer une méritocratie, comme on le dit depuis le début de la saison, en récompensant l'effort, en faisant aucun égard à ceux qui sont laissés de côté versus les situations contractuelles puis le nombre d'années d'expérience, ben ça fait juste du sens. Fait que non, je pense pas, honnêtement. Puis, tu sais, j'ai été gardien de but toute ma carrière. Fait que je sais pas, moi, je me suis jamais attardé à ces choses-là. Est-ce qu'il y a un gars qui joue sur un trio différent qui pourrait en être frustré? Je pense pas que c'est le type à Matthew Pekka. Je pense pas que Nicolas Deslauriers se fait des accroires non plus. Est-ce qu'Andrew Shaw pourrait être ce joueur-là? Oui, dans un meilleur état d'esprit puis état physique aussi où il retrouve son synchronisme. Fait que non, je crois pas que ça fasse de vague, honnêtement, à l'intérieur de cette formation-là. Et c'est une équipe où, quand tu regardes le temps de jeu, là, tu viens de me dire le premier trio, moi, je vais te dire, ben, c'est Dano, le premier trio, c'est lui qui joue le plus souvent. OK. Mais encore là, tu sais, c'est bien réparti le temps de jeu à travers les 9 premiers attaquants, là, surtout le top 6, là, et c'est dur à dire d'un soir à l'autre, c'est qui est le plus utilisé. Là, que ce soit Tatar ou Domi qui joue sur 2 trios différents, c'est 17 minutes. C'est 17 minutes pour Drouin, pour Gallagher, pour Lekonen, pour Dano, pour Armia, sont tous à 17 minutes. Tu sais, à un moment donné, ça commence à être dur à dire c'est qui vraiment qui joue sur le premier trio là, dans ce temps-là. Oui, moi, je vais noter que, puis je l'ai pris en note, tu as placé le mot méritocratie. Ouais, ben, tu sais, c'est un grand mot savant qui vaut beaucoup au Scrabble pour dire il faut que tu mérites ce qui t'arrive. Tu sais, si tu joues sur le jeu de puissance, il y a une raison. Si tu es inséré dans la formation aussi. Puis ça, là, ça veut aussi dire que c'est pas tout le temps. On a une mauvaise façon, des fois, de voir les choses, là, nous autres, dans les médias, puis moi, je m'inclus là-dedans. Là. Ça veut pas dire que parce que tu joues pas que c'est une punition, puis c'est une pénitence non plus. Ça peut vouloir dire juste qu'il y a une compétition à l'interne, puis que à cause de l'opposition de l'équipe devant toi, tu as besoin de... Tu sais, si Deslauriers ne joue pas ce soir, là, mettons, c'est-tu vraiment un knock contre Deslauriers? Tu sais, l'autre bord, ils n'ont pas Wilson, c'est une équipe qui patine, c'est une équipe qui a de la profondeur. Tu sais, c'est Nick Dowd, le centre de 4e trio. As-tu vraiment besoin de Deslauriers, la robustesse, est-ce que ça va vraiment marcher contre les Capitals quand ils ont un jeu de puissance à 37 tu sais? Des fois, ça s'explique. Ça veut pas dire que Claude Julien n'aime plus Nicolas Deslauriers. OK. Comment va ton Finnois? Parce que si jamais tu entends le trio de Kotkaniemi jaser avec ses collègues de trio, Lekonen et Armia, tu auras besoin de ton Finnois. Comment tu aimes ce trio? Je sais juste que pour dire salut, il faut dire moi. Ah oui? C'est tout ce que je sais. Moi. Ouais, parce que Ville Nieminen était mon voisin de palier dans mon premier appartement à Hershey. Alex Tanguay, à qui t'a parlé, on a joué ensemble les trois d'ailleurs, et Ville Nieminen n'était pas le plus jasant, mais je sais que quand la conversation était finie, Ville Nieminen me disait moi, ça voulait dire bye-bye. Comment mon Finnois, j'aime ça, ce trio-là, honnêtement. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, il y a des joueurs interchangeables là-dedans, puis avant de reléguer Armia, par exemple, on va le prendre lui sur un 4e trio parce qu'il produit pas, mettons, puis qu'il y a le gabarit de l'emploi, ben c'est correct de l'essayer dans plusieurs situations. Lekonen, de passer de la droite à la gauche, ça peut peut-être l'aider dans certaines situations. Il peut regagner confiance, surtout dans les sorties de zone. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je trouve que ce que le Canadien fait avec Jesperi Kotkaniemi, c'est parfait pour son développement. Si on l'utilise pas trop, à la maison, il va jouer son 14 minutes. On n'essaie pas de lui faire croire que c'est une production offensive qu'il a besoin. T'sais, un jeune, là, c'est vrai dans les rangs juniors, nous autres, on le vit, on a 2 exceptionnels de 16 ans, Théo Rochette et André Lapierre à Chicoutimi, que ce soit Kotkaniemi. Ce qui est bien plus important que n'importe quelle production offensive, c'est la façon. La façon que tu apprends. Tu te développes quand tu apprends à jouer de la bonne façon. Moi, je trouve que Kotkaniemi, on lui montre de la bonne façon, puis je ne suis pas inquiet, mais pas du tout dans le développement de Jesperi Kotkaniemi. Moi, s'il joue 12 minutes à l'étranger puis 14 à domicile, dans 82 matchs ou à peu près, là, dans cette saison, moi, je pense que ça va être beaucoup mieux que d'aller jouer à Paris. Paris, la dernière fois que j'ai vérifié, il y avait quoi? Il y avait une victoire, je pense, en 14-15 matchs dans la Ligue d'élite finlandaise. Alors, moi, j'ai aucun problème à ce que Kotkaniemi ait ce rôle-là chez le Canadien, Martin. Tu rouvres la porte de Kotkaniemi. Je n'étais pas sur mon planning, mais je la pose. J'ai répondu la même chose quand on m'a posé la question. Pas Laval, pas la Finlande. Mais moi, j'ai ouvert la porte en disant, indépendamment de où le Canadien se positionne, je pense que si tu enlèves Kotkaniemi de la formation, je trouve que ça fait un trou à la profondeur, surtout qui te fait pas mal. Mais je ne verrais pas d'un mauvais œil de voir Kotkaniemi aller faire le plein de confiance dans le championnat junior puis revenir après. C'est une possibilité pour toi ou non, tu veux le garder à Montréal comme tu viens de l'expliquer? C'est une possibilité, mais mettons qu'on rajoute Plekanec en santé. Ouais. Tu
Tu sais, je veux dire... C'est combien de temps en tout, Marc, quand il part pour... Comment? C'est combien de temps en tout quand il part pour le championnat junior? On le perdrait combien de temps? C'est-tu un mois plein? Non, c'est peut-être pas un mois plein parce que souvent, tu vas t'entendre avec la Fédération finlandaise. Il ira pas faire le camp. Il va avoir son poste. Tu l'envoies vers la fin du camp quand l'équipe est faite là, pour la préparation. Okay. Mais, écoute, tu sais, si le Canadien, là, rendu aux fêtes, est encore... Tu sais, l'année passée, là, le Canadien était déjà éliminé quand tu as envoyé Mété au championnat du monde junior. Ça a été une expérience incroyable. Tu sais, Kotkaniemi, là, quand tu regardes ton équipe et tu te dis, est-ce qu'on est mieux avec Dano, Domi, Kotkaniemi, Pekka et ou Plekanec, ou ben non, on est mieux avec Dano, Drouin, puis là, tu tombes à Plekanec puis Pekka. Là, tu viens-tu de changer l'identité de ton équipe qui avait un top 9 avec une quatrième ligne un peu différente. Là, tu te retrouves avec un top 6 avec une troisième et une quatrième ligne un peu différente. Là, tu joues peut-être plus dans ton identité. Pour l'instant, ma réponse, ce serait non. Parce que là, ton équipe est dans une course aux séries et tout ça. En perdre 12 de suite, il n'y a rien qui ne va plus, puis c'est pas le bon environnement. Je dirais absolument, garde-le, envoie-le au championnat du monde junior, puis après ça, on verra s'il revient à Laval ou avec Montréal. Tu veux qu'il soit dans un environnement favorable, mais aussi, il faut que tu regardes ton équipe, il faut que tu penses à ta formation quand tu es Marc Bergevin et Claude Julien. Pour l'instant, Kotkaniemi, il rend ton équipe meilleure quand il est dans la formation. Il ne te force pas à prendre des coups de tête et des décisions où tu es obligé d'insérer un joueur, de remettre Jonathan Drouin au centre, par exemple, alors que c'est pas ça qui est l'idéal. Alors, pour l'instant, ma réponse, c'est non, mais je comprends très bien. Il faut que ça fasse partie des options. Il faut que chacune des options soit toujours sur la table à chacun des moments de la saison. Ça, c'est primordial quand tu gères le développement d'un jeune joueur, si tu veux plus te tromper comme tu l'as fait dans le passé. J'adore ça, tu sais, l'explication là, de top 6 versus top 9. Si tu sors Kotkaniemi, je suis tellement d'accord avec ça, avec toi. Mais mettons que je veux juste relancer le débat. Est-ce que tu penses qu'on est capable de faire top 9 avec une 4 en sortant Kotkaniemi qui s'en va au junior, en mettant Pekka sur une troisième ligne offensive pour un top 9 et mettre Plekanec sur une 4 advenant qui serait en santé? Est-ce que le potentiel est là? Oui, mais pour l'instant, il l'a pas montré. J'ai rien à dire contre j'ai rien à dire contre Mathieu Pekka, mais je veux dire, donne-moi un petit peu de production offensive. C'est moi un peu ce que Charles Hudon m'a montré quand il est inséré dans la formation, là, puis qu'il était un peu fâché, puis tu sais, des fois, Charles, il oublie qu'il faut qu'il patine, qu'il soit énergique à chacune de ses présences. Quand il oublie pas ça, il m'en monte offensivement. Là, je te dis oui. Pekka va falloir, tu sais, hyper responsable. Lui, il patine toujours, mais offensivement, proprement dit, tu sais, il faudrait que j'en vois plus là, avant de te dire. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, pour l'instant, ni Pekka, ni Shaw, ni Plekanec m'ont montré qu'ils pouvaient jouer sur un top 9. Alors, OK, dans le cas de Shaw, il y a le potentiel, mais il doit m'en montrer là, que son synchronisme revient. Fait que pour l'instant, je suis obligé de te dire non. Marc pose une question à Marc. Ouais. C'est un petit peu mélangeant. Okay. Non, ben c'est pas une question, mais c'est une réaction par rapport à Kotkaniemi. Marc a l'impression, pas toi, Marc Denis, là. Oh, ouais, je te suis. L'explication est bonne. Il a l'impression qu'il traîne un certain poids puis qu'il se met un petit peu de pression. Est-ce que la pression va commencer à monter pour Kotkaniemi, tu sais, de temps aussi longtemps qu'il ne marquera pas son premier but? Comment tu le sens, toi, qui est alentour de l'équipe? Ben, tu sais, il y a des petites choses de frustration. La dernière fois, quand il a fait une belle feinte, un beau move, il veut décocher un tir, le tir n'atteint pas la cible. Mais il faut pas que la pression en monte. C'est pas grave. Là. Il n'y a aucun problème. Là. À 18 ans, ça peut pas être... Tu sais, des joueurs générationnels dans ce repêchage-là, il y en avait un, c'est Daline. Les autres, là, c'est un processus. Tu sais, c'est pareil comme si je te disais, est-ce que Svechnikov, en Caroline, il faut qu'il s'en fasse parce qu'il est -2? Non. Lui, c'est un scoreur, il va scorer, il va jouer de sa façon, puis là, il faut qu'il apprenne à jouer de la bonne façon. Kotkaniemi, lui, ben, il est déjà responsable, puis est-ce qu'il faut qu'il s'en fasse avec sa production offensive? Non. Il faut qu'il apprenne à jouer de la bonne manière, puis à en créer plus des occasions de marquer. Ça va venir tout seul. Moi, je pense que les attentes ont été placées à la bonne place. Il faut pas que ça change. Maintenant, est-ce que le joueur, en tant que tel, qui est un fier athlète, s'en met de la pression intrinsèque pour réussir à marquer? Ben oui, c'est sûr. Puis tu sais, son sourire, là, il est là, puis il va être radieux quand tu vas marquer ce premier but-là, puis on va faire des belles images à RDS, puis on veut tous qu'il l'inscrive, mais il faut absolument qu'ailleurs dans l'organisation, dans son entourage, le message soit clair que la production offensive, c'est zéro grave, il n'y a aucun problème si tu n'as pas marqué ton but encore. On veut tous que tu le marques, là. On va tous être contents là, quand tu vas le marquer, mais c'est pas grave. C'est comme ça que je le vois. Question toujours sur notre page William qui dit Carey Price reçoit des critiques parce qu'il donne des lancers donne des buts sur peu de lancers. En tant que gardien, c'est quoi qu'il faut que tu fasses dans un match où tu as peu de lancers? C'est quoi ton mindset? Qu'est-ce que tu peux expliquer aux gens
Toi, Marc Denis, il s'est fait cribler de balles à Columbus pendant 82 matchs, puis après ça, tu te ramasses dans une formation plus performante parce que tu as moins de lancers. C'est quoi le mindset? Carey Price doit-il faire un ajustement quand il est moins occupé, comme cette année il l'est? Ce qui est primordial, c'est de garder la concentration, évidemment. Tu dois rester engagé dans le match, que Price fait en étant actif à l'extérieur de son demi-cercle. La deuxième chose qui est importante, c'est toujours de te rappeler que tu sais, Carey Price, là, dans les dernières années aussi, a été sollicité puis il est habitué de faire 30, 35, 40 arrêts. Ben, tu peux pas faire 35 arrêts sur 23 tirs. Fait que ça veut dire, ça en bon français, essaye pas d'en faire trop non plus. Et la réponse est un peu... c'est un peu l'effet pervers de donner moins de tirs. C'est que très souvent, là, la différence que les tirs qui sont à droite, les bonnes et les mauvaises équipes peuvent être plus grandes. Mais la différence entre les occasions de marquer n'est pas si grande que ça. Parce que l'équipe adverse va toujours réussir à avoir ses chances de marquer du bas de l'enclave. Alors ça, là, faut pas que tu t'en fasses si, avant tu donnais 2 buts sur 35, maintenant tu as donné 2 buts sur 20. Ce qui est important, c'est de faire l'arrêt-clé ou les 2-3 arrêts-clés qui vont t'amener à remporter le match. Parlez-en à Martin Brodeur. Martin Brodeur a jamais, en tout cas je pense pas, mené la Ligue nationale pour le pourcentage d'arrêt, pour le taux d'efficacité, mais a souvent mené la Ligue nationale pour le nombre de matchs joués et les victoires. Ça, les victoires, c'est important quand tu veux faire les séries éliminatoires. C'est là où ça doit changer. Il ne faut pas que tu changes ta façon en entier de garder les buts, mais il faut que tu changes ton approche. Puis, honnêtement, jusqu'à maintenant, si Carey Price a été critiqué parce qu'il donnait plus de buts sur moins de tirs ou qu'il donnait des buts sur moins de tirs, c'est pas moi. Puis, j'ai pas entendu aucun observateur proche du monde des gardiens l'avoir vraiment blâmé, à part 2 buts depuis le début de la saison, celui de Kempe contre Los Angeles et celui de Bodker. Puis quand tu te rappelles des mauvais buts donnés dans une saison, ça veut dire que tu n'en donnes pas tant que ça. Fait que c'est comme ça que je le vois, personnellement. En fait, il y a une partie que je suis sûr. C'est que Martin Brodeur est le meilleur exemple d'un gardien de but qui n'accorde pas beaucoup de tirs, qui ne fait pas face à beaucoup de tirs, qui fait les arrêts clés au bon moment. Puis ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas que tu changes ta manière en entier. Puis je crois pas que Carey Price a été si critiqué que ça depuis le début de la saison, honnêtement. Non, tu as raison. C'est pas des critiques. Il n'y a personne qui a fait la fanpage du Journal de Montréal avec ça. OK. Washington, ce soir, moi, j'ai une question. On le sait tous qu'Ovechkin va être dans son bureau puis il va attendre pour le one-timer. Là, il fesse pour 37% l'avantage numérique des Capitals de Washington. Le Canadien a un problème de discipline. 1, j'espère qu'il va être discipliné à soir. Puis 2, tu fais quoi pour arrêter cet avantage numérique-là? Tu sais, être puis je te dirais, on va faire un lock sur Ovechkin puis on va jouer 4 contre 3, là, mais je pense pas que dans la Ligue nationale de hockey, tu peux faire ça. Là. Non, puis si tu fais ça, t'es mort parce que t'as Kuznetsov, Oshie puis Carlson qui ont tous des buts sur le jeu de puissance. Carlson, il y a déjà 15 points. C'est pour ça que le jeu de puissance des Capitals s'est amélioré. Avant, c'était Ovechkin. Maintenant, t'as 4 à 5 armes. Je sais pas si tu avais remarqué, je t'ai même pas parlé de Backstrom encore, qui est peut-être le meilleur fabricant de jeu de la Ligue nationale de hockey. C'est pour ça que c'est un jeu de puissance qui n'a pas de bon sens. T'sais, si tu décides de rester sur Ovechkin, ben t'as 4 joueurs de talent qui vont jouer à 4 contre 3. C'est une farce. Fait que c'est là, alors t'as raison. Moi, je pense qu'il va falloir, j'ai hâte de voir j'ai pas assez regardé attentivement les Capitals de Washington, mais dans la recherche que j'ai faite pour mon match, je crois que le Canadien va devoir être très attentif à la manière dont les Capitals vont sortir de leur territoire pour essayer de gagner le territoire du Canadien et peut-être être plus agressif en zone neutre et en zone offensive avec échec avant, essayer de gagner un peu de temps là. Clairement, il va falloir que tu gagnes des mises en jeu pour libérer ton territoire dès le début du jeu de puissance. Ça va être important parce que c'est le genre d'unité de 5 qui peut rester sur la glace pendant les 2 minutes du jeu de puissance. Et s'ils le font, ils peuvent te faire mal paraître et peuvent te faire mal au tableau indicateur aussi. Oui, et là, les Canadiens, ce sera dans leur thé. En plus, tu rentres Andrew Shaw dans le line-up. As-tu envie de le regarder dans les yeux et de dire t'as-tu compris que c'est les Capitals à soir, pas de punition niaiseuse? Écoute, il faut que le message soit passé, là. Il faut que le message, pas juste passé, il faut que le message soit compris aussi, le Martin, là, tu sais, à un moment donné. Puis c'est pas juste pour Shaw en passant, là. Tu sais, Charles Hudon, tu sais, le Canadien a été indiscipliné, là, je te le donne, OK? Il y a une gestion des émotions qui doit se faire, mais tu sais quoi? Le Canadien se met dans le trouble quand il arrête de patiner. Quand ils arrêtent de jouer rapidement, c'est exactement ce qui est arrivé contre les Stars de Dallas. Les Canadiens n'ont pas été moins disciplinés en deuxième et en troisième qu'en première contre les Stars. En première, la transition était ultra rapide, il y avait tout le temps la rondelle. Tu prends pas de punition dans ce temps-là. Là. Ouais. Quand tu cours après la rondelle, tu es du mauvais bord du duel, du mauvais côté défensif du duel, du 1 contre 1. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des batailles 50-50 en anglais, c'est parce que 50% du temps, tu vas la perdre, cette bataille-là. Mais quand tu perds, t'es où? T'es-tu rendu du mauvais côté défensif du gars, t'es obligé de l'accrocher, de le retenir, de donner un coup de bâton, ou t'es du bon côté, tu perds ta bataille, puis tu contiens ta défaite en duel à 1 contre 1. C'est important, ça aussi, à gérer.
c'est sûr que je trouve que le Canadien a peut-être mal fait dans les fois où ils se sont fait prendre là, avec des punitions. Tu sais, Philippe Danault, là, c'est pas un joueur indiscipliné. Il a pris une mauvaise punition, il a donné un coup de bâton à Séguin parce qu'il n'y avait pas la rondelle. T'sais, Nicolas Deslauriers n'est pas indiscipliné dans son rôle, mais il a retenu un gars en zone neutre parce qu'il n'était pas du bon bord. C'est juste ça qui est arrivé, d'après moi. Oui, puis si on parle de ce match-là, on a fait le debriefing de ce match-là hier. Il y a comme eu une ascension de frustration du Canadien, que ce soit les poteaux, les lancers de punitions ratées, les pénalités qu'ils ont tuées, qui se sont fait scorer en fin d'avantage numérique, puis les pénalités qu'ils trouvaient qu'ils ne méritaient pas. Je pense entre autres à Drouin, Domi, etc. Puis t'es arrivé à un moment, un crescendo, à un moment donné, que tout le monde était frustré pour rien. Oui, c'est ça. Puis la frustration à part du fait que tu n'as pas été capable de marquer. Tu n'as pas marqué alors que tu dominais outrageusement le match en 20 minutes. Tu manques un tir de punition, puis l'autre bord, bang, ils la mettent dedans parce que les Stars avaient un bon jeu de puissance, puis ils t'ont surpris alors que tu n'étais pas bien positionné dans pour refuser l'entrée au territoire. Bref, tu as raison. Hey, l'avantage numérique, tantôt on a parlé de comment tu règles ça, le problème. Là. Il y a James qui dit « Marc, tu fais-tu plus une boîte agressive sur eux autres ou plus passive? » Ouais, il faut que tu sois agressif, mais c'est pas autant une boîte que... Parce que le positionnement d'Ovechkin, c'est un peu, là, je vais utiliser le terme un diamant. Là. C'est un peu plus ça qu'il faut que tu fasses. Et il faut que ton défenseur, je vais utiliser des points plus techniques parce que c'est ça la question, il faut que ton défenseur soit prêt à flexer out tout de suite dans la ligne de tir de Ovechkin. Parce que c'est probablement pas... Parce que là, tu vas mettre de la pression sur le flanc droit, donc à gauche de ton territoire défensif. Tu vas mettre de la pression et quand Ovechkin va s'ouvrir, il faut absolument que ton défenseur soit prêt à faire face à cette ligne de tir-là parce que les autres, rapidement, vont essayer de l'envoyer de l'autre côté. Ça, c'est ce que tu dois faire. Mais tu sais, quand tu es en bas de territoire, il faut que tu fasses attention à Backstrom parce qu'il va tenter d'alimenter Oshie droitier dans l'enclave. Puis quand tu remontes ça en haut, il faut que tu fasses attention à Carlson et Ovechkin. Il y a plusieurs armes, là, je vous le dis, là, c'est pas pour rien qu'ils sont à 37 là. C'est une machine là, de jeu de puissance. Hein. Puis ça sera pas simple à arrêter. OK, hey, petite parenthèse, petite question en dehors du Canadien. Toi, t'aimerais-tu ça jouer en Finlande, une match de saison régulière ou ça vient péter toute ta saison? Panthers Jet pour les gens qui ne le savent pas. Là. Ouais, je trouve ça compliqué, mais regarde, Laine et Barkov ont été de bons ambassadeurs. C'est correct, la NFL le fait aussi. Il faut que tu ailles chercher. On est en 2018. Fait que, tu sais, moi, je te parle du côté hockey, mais il faut garder le côté du développement des affaires. Puis, tu n'as pas le choix d'aller chercher les pays scandinaves qui sont, qui alimentent ton réseau, puis deux, qui font partie des bons marchés en Europe. Là, j'ai pas des chiffres à l'appui, là, mais ça fait partie des bons marchés en Europe pour regarder tes matchs. Fait que, tu le ferais-tu avec ton équipe junior? Je le ferais, mais si j'avais le choix, je te dirais, j'aime mieux aller au camp d'entraînement là-bas. J'aime mieux le faire d'une autre façon, mais je le ferais parce que j'aurais pas le choix. Ma question peut avoir l'air farfelue, mais le ferais-tu avec ton club junior de te promener dans la région, là, Saguenay-Chicoutimi, puis aller ratisser plus large? Bien, on le fait pour des matchs pré-saison. On va jouer à Saint-Félicien, on est allé jouer à Dolbeau, on va aller jouer à Alma. Mais je te donne un exemple. OK, on a été invité pour aller, c'est vraiment vrai ce que je te dis là, on a été invité pour aller dans un tournoi pré-saison en Russie. C'est sûr, c'est une question de coût à la fin de la journée, mais on a choisi de ne pas y aller parce que tu t'en remets longtemps. C'est bon pour l'esprit d'équipe, mais c'est pas nécessairement parfait. Puis nous autres, on est une des équipes qui pourrait le plus en bénéficier parce qu'on joue déjà sur une patinoire olympique à Chicoutimi. Ben oui. Fait qu'on a regardé tout ça, puis à la fin de la journée, c'est peut-être un peu demandé, mais oui, on ratisse plus large, on le fait, nous autres. Tu sais, on le fait, je te le dis, depuis 3 ans, on a joué, chaque année, on joue un match à Saint-Félicien, un match à Dolbeau, un match à Alma, donc on l'a fait dans les 3 dernières années, 3 endroits dans la grande région. Donc oui, on le fait. Ah oui, ben d'accord, ma question n'était pas belle, finalement. Mais on a 2 joueurs russes, tu sais, on n'est pas allé jouer à Saint-Pétersbourg, par exemple, tu sais, parce que c'est trop loin. Ouais. Mais c'est sûr, ce sont des budgets de... Là, on parle de la Ligue nationale en passant, hein, qui fait le développement des affaires. C'est pas les Panthers et les Jets qui disent hey, on va aller vendre des casquettes là-bas. Là. Non. C'est la Ligue nationale qui fait le développement des affaires. Nous autres, il faudrait que c'est la Ligue de l'hockey junior du Québec qui disait on va aller développer en France, par exemple, on irait jouer en France 2 matchs. C'est une autre histoire. All right. Marc, merci. Ça éclaircit nos lanternes. Ce soir, la ronde-de-lait pour toi, hockey 360 avant-match et bien sûr le match avec Pierre. C'est pas une ronde de lait, c'est la passion qu'on communique à nos téléspectateurs, Martin. Absolument. Et tu le sais. Une ronde de lait, je trouve que ça fait c'est une corvée. Ben non, c'est pas une corvée. Moi, j'aime ça.
Non, on va te dire une affaire. On a une sapristi de belle job à regarder le hockey. Dans ton cas, tu la travailles, la partie, la regarder puis en parler. C'est qu'est-ce que tu vas avoir de mieux comme job. C'est beau, Martin. Je te Bye. laisse en rejaser. Ciao. Salut. Bye. C'était Marc Denis. Oui, monsieur. Écoute, il y a plusieurs commentaires et questions qui sont entrés en cours de route, propices ou pas à des réponses à Marc, mais je vais t'en lire quelques-unes. Tu sais, Marc qui parlait d'avantage numérique des Capitals, Ovechkin, tout ça, puis le défenseur qui doit se déplacer rapidement sur Ovechkin, tu sais, tourner rapidement. Un lancer sur réception d'Ovechkin sur la cuisse, ça doit pas faire du bien. Ouais, puis moi, je crois c'est une différence entre l'attaquant qui couvre le gars de la pointe. Tu sais, la distance, mettons, avant que la puck te frappe, Ouais. c'est 2-3 pieds. C'est ça. Et quand tu es à défense, ça fait déjà 16 pieds qui est parti. Là. Ah, puis t'es là, OK, ouais. Aïe, aïe, aïe! Ouais, exactement. Fait que ça, c'est un. En plein ça. Deux, sur la messagerie, il y a quelqu'un qui dit qui pose la question, est-ce que ce serait préférable d'envoyer Kotkaniemi en Finlande? Marc, il a répondu en début d'entrevue. Là. Il disait que pour lui, là, ça faisait aucun sens de renvoyer Kotkaniemi en Finlande. Entre autres, cette équipe-là était une 14 ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien à gagner à aller là. Autre réaction par rapport à Kotkaniemi, vous en avez parlé un petit peu plus tôt. Je ne sais pas si le Canadien voulait faire un hommage au match en Finlande pour réunir les trois Finlandais ensemble, je pense pas. Jacques qui dit qu'il n'était pas d'accord avec... Attends. Ouais. Marc n'était pas d'accord. Jacques, pardon, n'était pas d'accord avec Marc sur le fait que Kotkaniemi, malgré quelques beaux flashs, devient de plus en plus invisible. Personnellement, je trouve pas, là. Mais c'est sûr que j'imagine qu'un but ou, tu sais... Pas juste ça, invisible, là, c'est parce que tu vois pas de flash à l'intérieur de la ligne bleue. Moi, je vous invite à, quand il saute sur la glace, regardez-les partout. Il est sneaky, défensivement, toujours bien placé. Il n'y a pas de chat à personne, mais il a coupé une ligne de passe. Il faut que vous soyez capable de voir ça si vous voulez voir s'il s'efface ou pas. Il faut que tu sois capable de voir, il a-tu laissé son défenseur dans le trouble ou il est revenu très bas pour faciliter la sortie de zone. C'est des choses qu'il fait de façon extraordinaire. Et il a un bâton magnifique. Ce gars-là, le nombre de rondelles qu'il soutire à l'adversaire à 18 ans, puis tu sais, Luc, tu sais ce que je vais te parler, puis je suis certain que vous autres aussi qui nous écoutez, là, il n'y a pas à 18 ans, puis la shape qu'il a, il n'est pas très hard on the stick présentement. Là. Absolument. Il soutire la rondelle à bien des gens, malgré tout. Fait qu'imagine quand ce gars-là va prendre du coffre, du muscle, tu comprends ce que je veux dire? Puis, mais encore là, même s'il n'y a pas cette force-là, puis que ça doit pas être le plus fort sur le bâton, on va le traduire en français. Il se fait pas soutirer la rondelle facilement. Il protège bien la rondelle. Oui, absolument. Excellente explication. Puis j'aime beaucoup les réponses de Marc et tout au cours de la semaine par rapport à ce qu'il devrait jouer en Finlande, ce qu'il devrait jouer un petit peu partout. Ouais. Mais c'est sûr que la situation peut changer en cours de route. La Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement, Martin. Ça fait longtemps qu'on se le fait raconter par des experts, des gens. Là, c'est comme plus vrai. Là. Mais... Ils arrivent de plus en plus jeunes, puis on leur enseigne, puis tu mets à ta main là. Puis... Oui, puis ça dépend qu'est-ce que tu as comme vue pour le reste de la saison aussi. Là. Oui, c'est quoi tes attentes? C'est quoi les attentes, tout ça. Dernier commentaire avant de passer à l'entrevue d'un joueur qui a été repêché en deuxième ronde par les Flyers, qui a disputé son premier match avec l'équipe à Anaheim, Nicolas Aubé-Kubel. Commentaire sur les trios, là. Il y avait déjà une bonne chimie entre Domi et Drouin. Lekonen va peut-être donner une autre dynamique sur un autre trio. Il travaille fort, il aide ses coéquipiers. Puis cet auditeur-là, qui s'appelle Thigo, a hâte de voir l'expérience avec Kotkaniemi. Il avait connu un certain succès dans les matchs pré-saison ensemble. Kotkaniemi a provoqué beaucoup de... Pas de Kotkaniemi, Lekonen a provoqué beaucoup de revirements pour Drouin et Domi. Fait que moi aussi, j'ai hâte de voir ça. C'est pas de dire que Byron ne le faisait pas. Là, non. Mais je pense que Lekonen le fait de façon différente que Paul Byron. Bien dit. Oui, hier, pendant l'Halloween, j'ai jasé un petit... je pense que ça dure 4 minutes. Petite entrevue avec Nicolas Aubé-Kubel. On revient immédiatement après avec vos commentaires. Eh bien, on a la chance de s'entretenir avec un jeune homme certainement très heureux d'avoir joué son premier match dans la Ligue nationale de hockey, Nicolas Aubé-Kubel. Salut, comment ça va? Super bien, toi? Ça va bien. Est-ce que ça va mieux qu'avant le match d'hier ou ça va moins bien qu'avant le match d'hier? Pas mieux, là, mais le stress est parti, c'est sûr. Comment ça s'est passé ton premier match? Comment tu disais que ça s'est passé? C'est super bien passé. Je l'ai su après mon match. Je jouais avec les Fantômes à Binghamton. Puis après le match, le coach est venu me voir. Il m'a dit félicitations. Puis après ça, c'était vraiment de prendre un vol puis d'aller rejoindre l'équipe en Californie. Puis depuis, là, je vis vraiment un rêve. Là, pratiquer avec l'équipe puis de jouer avec les autres. Puis le match hier, c'était vraiment fun.
As-tu eu le temps de dormir? Avant la game, j'avais tellement la misère à dormir. Là, les 2-3 jours de suite, là, ça n'a vraiment pas de sens. J'étais content, j'ai eu une bonne nappe avant la game. Fait que j'étais plus en forme. Puis ton match, tu as joué sur une ligne. Je pense que Lettera t'avait joué avec aussi pendant le camp d'entraînement. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a aidé d'être avec lui pendant le match? Ouais, ben je savais que j'allais pas avoir un super gros rôle dans mon premier match. Là. Fait que j'essaie de prendre tous les chiffres que j'avais pour faire une meilleure impression. Mais ça s'est quand même déroulé. Là. J'ai pas eu beaucoup de temps de glace, mais je trouve que je suis quand même nerveux. Après le match, on se dit quoi? Est-ce qu'on se parle des projets futurs? T'es stand-by, tu profites de chaque moment. Comment ça se passe? Ouais, c'est en ce moment, j'ai de la famille, j'ai mon père et mon oncle qui sont ici. Puis j'ai 4 amis de Sorel qui sont venus me voir. Fait que entre les pratiques et les matchs, j'essaie de profiter le plus possible de mon expérience là, avec eux autres puis avec les joueurs de l'équipe. Sont-tu descendus sur la côte ouest te voir? Ouais, ils ont pris un avion dès que j'ai su que je jouais mardi. Ils ont pris un vol mardi matin, puis ils sont venus me rejoindre. Wow! Dis-moi donc, comment ça marche, les Québécois, quand ils arrivent dans une équipe de la Ligue nationale de hockey? Est-ce que des gars comme Couturier, Giroux, viennent te rencontrer, te prennent sous leurs ailes? Comment ça marche? Je sais que Couturier, les gars sont pas mal smart là, dans l'équipe, je te dirais. Ils savent que c'est mon premier match, puis j'ai le petit stress, fait qu'ils veulent pas trop me gosser avec ça. Là. Ils sont vraiment gentils, puis il y a 2-3 gars qui m'ont donné des conseils, mais ça se tient à ça. Écoute, loin de moi d'envoyer du noir dans ta performance, c'est un grand jour hier, mais je me pose quand même une question, puis les auditeurs de notre show aiment ça, les petits inside. Tu sais que les fans regardent tout le temps le repêchage, puis ils font tout le temps, un tel est sorti avant un tel, puis ils se sont trompés, etc. Le joueur, lui, est-ce qu'il se met une pression quand il voit, parce que c'est quand même un haut choix des Flyers, est-ce que les joueurs se mettent une pression quand ils voient les joueurs qui ont été repêchés autour de lui arriver plus vite dans la Ligue nationale de hockey, performer plus vite, ou vous avez cette force mentale-là de dire chaque chose en son temps? Je pense que chaque joueur a son cheminement, là, surtout dépendamment de l'équipe. Il y a des gars qui jouaient, je dirais pas, mettons, d'équipe, il y a des moins bonnes équipes que l'an passé. Puis moi, j'avais une super bonne saison toute l'année l'an passé, puis j'attendais mon call-up. Puis je voyais d'autres joueurs dans d'autres équipes qui se faisaient rappeler, puis j'étais comme, ben voyons donc que ce joueur-là, dans ma tête, je suis un peu meilleur que ce joueur-là, ou dans ma tête, je devrais avoir le même nombre de chances que lui, pis tout, mais des fois, ça joue sur le moral quand tu es dans la Ligue américaine, mais je dirais, je savais que j'allais avoir ma chance, puis en ce moment, je suis super content, là, je regarde plus vraiment les gars qui ont joué ou pas. Peux-tu nous parler de Sam Morin? C'est mon meilleur chum dans l'équipe, là, je te disais, c'est un gars qui a vraiment un caractère de champion, avec ses blessures qu'il a eues, puis son parcours, il est vraiment dur. Je suis vraiment content là, pour lui. En ce moment, il va mieux, puis il est super excité d'en revenir sur la glace. Surtout, il est en santé. Ouais, c'est ça. Là, il a vraiment été mal chanceux. C'est pas un gars qui a l'habitude d'être blessé. Mais dans les 2 dernières années, il y a eu des malchances. Puis je te dirais que c'est pour ça qu'ils l'ont signé pour 3 ans, parce qu'ils savent que quel genre de joueur qui est. Il sait que c'est vraiment un gars professionnel, puis ils savent qu'il va revenir sa blessure, puis il va être prêt à jouer. En terminant, vous avez un gardien de but dans les mineurs à Philadelphie qui est sur les radars de tout le monde, Carter Hart, qui a dominé au niveau junior, championnat mondial junior. Tu l'as vu dans les clubs écoles, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? C'est vraiment un bon gars, il est super tranquille, il parle pas beaucoup, pas gêné, mais ça va lui prendre un peu de maturité, puis son pendant qu'on va le voir sur la Ligue nationale, puis il va être un gars dominant. Nicolas, au Big Bag, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains jours? Jouer le plus de matchs possible dans mon voyage dans l'Ouest. On joue à Los Angeles demain, après ça, San Jose samedi, puis Arizona lundi. Fait que j'espère jouer le plus de matchs possible, puis après ça, de rester avec le club une fois que les blessés vont être revenus. On te le souhaite, on te suit. Un gros merci pour l'entrevue, puis on se rejoint bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Je sais pas si Luc t'as pris des notes, là, mais tu sais, on avait fait la discussion, puis les gens, des fois, ne savent pas les coulisses, là. Luc a préparé l'entrevue de Nicolas Aubé-Kubel, puis tu me faisais remarquer qu'il y avait des joueurs qui avaient été repêchés après lui.
puis qui connaissait du succès présentement dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Ben, j'ai pris mes bases, puis j'ai posé la question. Ça gosse-tu juste les médias et les fans qui appellent les tribunes téléphoniques puis qui disent « Ah, ils se sont trompés, ils auraient dû prendre un tel. » L'avouer. Oui, tu vois ces gars-là se rappeler avoir leur chance avant toi, puis tu fais « Voyons donc, je suis bien meilleur que lui. » Ouais. Fait que même lui, comme joueur, qui se voit repêcher avant, il se considère meilleur que. Puis quand il voit que les autres ont une chance avant, ça vient jouer dans le bobo. Bref, retenons qu'il a joué son premier match, que son père, son mononcle ont fait le voyage jusqu'en Californie pour le voir. Méchant trip. Mais hein? Puis comme je disais à la fin, profites-en. Ça n'arrivera plus jamais de tes débuts dans la Ligue nationale de hockey avec ton père à côté de toi. Amuse-toi. Absolument. Absolument. On va lui souhaiter beaucoup de succès. Il a joué près de 6 minutes là, son premier match. On va lui souhaiter de demeurer avec les Flyers. Absolument. Des bonnes questions pour l'avenir des Flyers aussi. Là. Ton gardien de but d'avenir préféré qui s'en vient, c'est Hart qui ne connaît pas un début de saison. En tout cas, les chiffres ne sont pas tellement là. Mais bref, c'est quand même le gardien d'avenir du côté des Flyers. Exactement. On va se laisser avec quelques réactions. Stevie me fait rire un petit peu plus tôt. Il dit Kotkaniemi 6'2", 188 livres. J'aimerais ça être petit et maigre comme lui, évidemment en riant. Mais tu sais, on s'entend, Kotkaniemi, il va prendre du coffre, puis il va être excellent. Tu l'as bien expliqué, puis James le soulignait aussi. Excellent point, Martin. L'analyse de joueur n'est pas juste son offensive, mais aussi son jeu dans les 3 zones, couverture, breakout, positionnement de bâton. Donc, effectivement, c'est le cas. Puis vous en avez parlé abondamment, toi et Marc, un petit peu plus tôt dans l'émission. C'est pas une ligue de développement, mais en même temps, il fait bien les. On dit tout le temps ça, il fait bien les petites choses que Kotkaniemi. Je pense qu'à un moment donné, il est meilleur que Pekka, Plekanec dans l'alignement pour faire un top 9 qui a du bon sens aussi. Là. Fait que ça aussi, ça va prendre en considération. Absolument. Puis, tu sais, il y a un temps, le Canadien n'avait pas d'option. Fait que là, on en a quelques-unes. Ouais. Mais c'est encore fragile parce que, tu sais, on en parlait tout à l'heure. Marc, tu sors Kotkaniemi, puis là, tu fais comme j'ai plus de top 9. Absolument. Excellente réflexion. Parlant de jeunesse et de fougue, et je ne sais pas si je peux le qualifier comme ça, évidemment pas, mais Philippe dit Hudon, Kotkaniemi et Sherbach, qui a disputé hier son premier match avec le Rocket de Laval. Ah non, ça, je ne ferais pas ça. Trio de jeunes avec un potentiel offensif. Je ne sais pas s'ils voyaient ça dans le futur ou présentement. Oh, ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, ça va pas super bien du côté du Rocket. 5 défaites de suite. Hier, on parlait de Philippe Gustafsson hier. Ouais. C'est lui qui était le gardien de but pour les Sénateurs de Belleville hier. Pas pire, hein? Pas pire. Défaite de 2-1 du Rocket. T'as vu les chiffres de lancers au but? Je peux les donner, tu veux-tu les donner? Vas-y donc. 37 lancés pour le Rocket, dont en troisième période, 18-0 pour le Rocket. 18-0. J'ai jamais vu ça. As-tu déjà vu ça? Oui, au hockey bébite. Au hockey bébite, mais... Professionnel, 18-0. T'as Gustafsson qui fait... Ouais. Je les arrête toutes. Puis l'autre bord, il est là, Lindgren assis à côté de son hockey. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est une question d'attaque. Ça va finir par rentrer. Ben, effectivement. Mais ça va pas super bien au niveau des résultats. Puis, non, puis t'as vu Olofsson qu'on a donné quand même Bitten pour. Voilà, il est blessé opéré, pour fini pour l'année. Ouais, un blessé pour... fait qu'espérons que le Canadien, parce que le Canadien savait qu'il était blessé, tu te souviens-toi, il était arrivé blessé. Ouais. Espérons que les Canadiens se sont dit, garde, arrêtons, là, on va l'opérer puis on va avoir un bon défenseur l'an prochain. Et espérons qu'ils auront raison. Parce que sinon, tu as donné Bitten pour... Absolument. Ça arrive souvent, hein, des transactions, mais je pense qu'il y avait quand même un plan pour ce défenseur-là. Malheureusement, comme tu viens de dire, il était blessé, mais c'est bon pour le Canadien qui a ramassé Riley pour un 5e à Minnesota. Ouais. On en a parlé grandement en disant que c'était un bon coup. Ouais. Là, ça a l'air d'un moins bon coup. Mais soyons patients. Ils ont eu l'œil pour un gars au Minnesota. Je serais surpris qu'il n'y ait pas l'œil pour le deuxième. Tu comprends ce que je veux dire? Pas de doute. Okay. Pas de doute. Puis tout ça pour terminer avec Sherbach, là, qui a connu un match quand même intéressant. Un petit peu de flash offensif, un petit peu de revirement. Il a causé un petit peu de revirement. Mais c'était son premier match depuis quand même un bon mois. Enfin, on va voir. Je pense qu'il est là pour. Il peut jouer 6 matchs avec le Rocket avant de se faire rappeler, là, parce qu'il est là pour des fins de compétition. à lui d'avoir accepté de oui, absolument. OK, gros merci à toi, Luc. Merci également à Thomas. Oh, cheveux verts. Merci surtout à vous d'avoir été là. Jour de match aujourd'hui, les Capitals, 19h30 sur RDS, bien sûr. Vous connaissez le 5 à 7, hockey 360, le match. Puis après ça va être l'antichambre. Bye tout le monde!